coup, voilà, je me présente, donc je m'appelle Jamel, donc je suis membre du comité de rédaction de Révolution Permanente. Donc voilà, je vais vous faire un topo aujourd'hui sur la question voilà, de l'inflation, la récession, crise et quelles sont les perspectives pour l'économie mondiale. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Et du coup, voilà, je vais essayer d'être voilà, d'avoir voilà, peut-être une heure et quart de topo. Et je voulais savoir d'abord s'il y avait des traductions ou pas, pour savoir s'il faut que je les prenne en compte pour le tempo. J'ai pas l'impression. Ok, donc on va le faire en français, full français. Et du coup, voilà, voilà, je vais essayer de faire un topo pendant une heure et quart, et essayer après de faire un round voilà, de questions, discussions, pour discuter un peu et ouvrir y compris sur des éléments de programme. Donc voilà, on a vu guerre en Ukraine, crise économique, nouvelle dynamique de lutte des classes. Plus que jamais, la situation internationale elle est marquée par voilà, une instabilité globale avec la réactualisation de ce que nous on appelle les tendances aux crises, guerres, révolutions. Mais si le début de l'année 2022 a mis au premier plan la question de la guerre en Ukraine, l'état de l'économie constitue aujourd'hui d'une certaine manière le principal point chaud de la situation mondiale. La première raison à cela, c'est que voilà, on a le retour d'une inflation globale et généralisée à l'échelle mondiale, ce qu'on n'avait pas vu au sein des pays impérialistes depuis près de 40 ans. L'OCDE a ainsi rapporté que voilà, 38 de ses États membres subissaient une inflation annuelle de 9,6%. Pour l'Union européenne, le taux d'inflation annuel atteint un record de 9,8% en juillet. Le FMI, lui, prévoit que l'inflation atteindra 8,3% à niveau mondial en 2022 et a relevé déjà d'un point ses prévisions sur l'inflation de 2023. On voit bien que par son intensité, sa généralisation à l'échelle du globe, ainsi que par les impacts politiques et sociaux, l'inflation qui caractérise la crise actuelle constitue un enjeu fondamental dans l'analyse de la situation mondiale et évidemment pour nous les révolutionnaires. Étant donné un peu que voilà, la situation elle est très très mouvante, elle est marquée par beaucoup de complexité, et bien forcément le topo là que je vais vous présenter, il sera un peu forcément partiel, mais il tentera de donner une première grille d'analyse de la crise en cours. Pour se saisir un peu des dynamiques qu'on est en train de vivre tous un peu, tout d'abord, il m'a semblé nécessaire de caractériser au mieux la nature de la crise inflationniste en cours. Tout d'abord, un premier chiffre qui illustre bien le retournement historique auquel nous assistons, c'est que, alors que l'indice des prix à la consommation a progressé de 12,2% au cours de la dernière décennie dans la zone euro, cet indice il a déjà progressé de 11,3% depuis janvier 2021. En d'autres termes, en seulement 18 mois, ces 18 derniers mois, les prix ont augmenté quasiment autant que les 10 dernières années. On voit un peu on va dire l'ampleur du phénomène. Et la deuxième chose que j'aimerais remarquer, c'est que ce phénomène il a un caractère global. On parle beaucoup du fait qu'il est tiré par l'énergie, les produits alimentaires, etc., etc. Donc c'est vrai, ça a augmenté de 33% en un an l'énergie et l'alimentation a augmenté de 6%. Mais l'inflation, elle déborde clairement tous ces secteurs. Et elle s'est non seulement diffusée à l'ensemble de l'économie, mais elle constitue aujourd'hui d'autres foyers, comme en témoigne notamment l'augmentation des prix des services, des biens manufacturés, qui sont en hausse respective de 3,2 et 2,6% en mai. D'autres éléments démontrent le caractère généralisé de l'inflation. C'est ce qui s'illustre aux États-Unis, qui a été moins sujette aux hausses des prix spectaculaires de l'énergie. Voilà, même si l'énergie a augmenté ils ont augmenté que de 3,9%, comparativement à ce qui se passe en Europe où c'est 33%, c'est très très faible, mais l'inflation globale, elle est montée à 9,1%. Ça montre vraiment que voilà, l'inflation elle a un caractère qui dépasse on va dire les aspects conjoncturels de la guerre en Ukraine et on va dire des montées, des pics de montée de l'énergie, mais on va dire elle est un phénomène général et globalisé. Autre exemple
En Europe, l'inflation cœur, c'est une mesure des économistes. Et en fait, c'est une mesure qui purge un peu l'inflation de ces éléments les plus volatiles, c'est-à-dire l'énergie, l'alimentation, par exemple. Eh bien, avec cette inflation cœur, elle est à 3,7%. Donc ça montre vraiment, en fait, qu'on est dans un nouvelle ère, en fait, où il y a une inflation globale et qui, est en train de s'installer, de monter, et voilà. Donc tout ça, c'est des premiers chiffres, en fait. Je balance beaucoup de chiffres comme ça et tout, mais c'est des premiers chiffres qui sont données de base pour chercher à caractériser correctement la crise inflationniste en cours. Donc ça, c'est fondamental pour qu'on ait une vision la plus objective possible de la situation qui non seulement ne minimise pas la crise, mais ne la grossit pas non plus. Je pense que c'est important de le saisir. Par exemple, contrairement à ce que certains articles de presse ou même des analystes, on parle beaucoup d'une inflation de type galopante ou même d'hyperinflation, etc., etc. Mais en fait, ce type de situation qu'on a pu voir par exemple dans l'Allemagne des années 23, c'est une inflation qui est une inflation de type hors de contrôle, qui est hors de contrôle, où les taux ils vont carrément jusqu'à 50%, voire quelques milliers de pourcents. Enfin, on n'est pas dans ce type de situation. C'est des situations qui sont particulières, qui ont existé dans l'histoire, mais on n'en est pas encore là. Et je pense que c'est important de le dire. C'est des situations qui sont un peu particulières parce que c'est des situations où les prix augmentent sans cesse, en permanence. La monnaie, elle est totalement dépréciée. Vous imaginez une inflation qui en fait passe à 60, 70%, 1000%. Enfin, il y a des situations comme ça dans l'histoire où en fait, la monnaie ne vaut plus rien. On se rappelle par exemple dans l'Allemagne de 23 où en fait on avait des gens qui avaient des tonnes d'argent pour acheter une baguette. Enfin, c'était des images qui étaient incroyables. Mais tout ça pour dire que il faut avoir une vision correcte de la situation parce que, y compris, ça a des conséquences politiques. La conséquence politique, c'est qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, demander l'indexation des coûts sur l'inflation et que ton salaire soit réévalué tous les mois, alors qu'en fait, tous les jours, les prix montent, quoi, les prix descendent, etc. Enfin, c'est une autre situation qui n'est pas celle dans laquelle on est. Donc l'inflation actuelle, qui se situe autour de 10%, elle peut être caractérisée comme une inflation de type ouverte et généralisée. Donc après l'inflation rampante qui a débuté en décembre 2021, avant même la guerre en Ukraine, l'inflation est devenue ensuite généralisée après la guerre. Il faut noter que en fait aussi dans ce type de situation où l'inflation elle est rampante ou généralisée, en fait ça n'empêche pas des chutes de prix sectorielles ou périodiques. Et ça c'est important aussi à avoir en tête pour ne pas surinterpréter telle ou telle chute de prix. Par exemple, typiquement le blé a retrouvé son prix d'avant-guerre, ou encore il y a un très relatif ralentissement d'inflation qui aujourd'hui est interprété par les marchés comme ça y est, en fait c'était juste une petite période dure à passer, etc., etc., quoi. Donc je pense que c'est aussi important parce qu'on doit se prémunir aussi de vision impressionniste tout en ayant en tête en fait que c'est des phénomènes qui en fait peuvent monter et descendre, mais la situation est nouvelle et je pense que ça il y a les économistes les plus sérieux se le disent et le disent clairement. On va parler Nouriel Roubini, etc. Il y a des analystes qui aujourd'hui en fait expliquent clairement que les marchés sont en train de se faire des films et en fait non, on est rentré dans une nouvelle ère, quoi. Donc tout ça c'est important à avoir en tête. C'est quelques préalables. Et donc pour se rappeler d'une certaine manière un tel cycle inflationniste dans des pays impérialistes, je pense que c'est important à dire, on parle des pays impérialistes parce que des cycles inflationnistes, il y en a très souvent, d'hyperinflationnistes très souvent dans les pays dépendants, semi-coloniaux, etc. En 2011, il y a eu déjà d'autres types de choses comme ça. Là, on parle vraiment des pays impérialistes. Donc il faut revenir à la crise des années 70-80, période plus connue comme le mal nommé choc pétrolier. Donc la crise était alors caractérisée par une situation économique particulière appelée stagflation. C'est une situation où en fait se conjugue stagnation de l'activité économique, donc faible croissance, etc., et hausse des prix, qui est donc l'inflation. Donc c'est une période trouble. On a un peu, les générations d'aujourd'hui ont un peu oublié, je pense, cette période parce que l'histoire, des classes dominantes, elle est bien écrite par les classes dominantes.
Et c'était une période trouble qui a constitué une crise majeure pour la bourgeoisie qui avait, après 30 années de croissance historique et de relative stabilité, elle voyait devant ses yeux les 30 glorieuses, mal nommées 30 glorieuses, péricliter. Donc la stagflation qui venait donner une dénomination à une situation nouvelle pour la bourgeoisie venait contrecarrer, y compris toutes les théories économiques classiques, néolibérales, classiques on va dire, selon lesquelles l'inflation et la stagnation ne sont pas censées coexister dans le même temps. En fait, la théorie elle dit que en fait, l'inflation c'est censé être forcément dans des périodes de boom économique où en fait il y a une forte demande qui fait que les gens veulent acheter des trucs et tout, et en fait l'économie elle en surchauffe, et en fait c'est dans ces périodes qu'il y a de l'inflation. Donc il y a une contradiction en fait dans le fait où il y a une croissance économique en berne et il y a de l'inflation. Donc c'est une contradiction qui a été soulignée par la bourgeoisie, qui s'est retrouvée là aussi en difficulté, quoi. Et en fait cette période-là, cette situation elle a perduré pendant juste toutes les années 70 jusque la moitié des années 80. Vous imaginez 15 ans de période en fait dans laquelle se sont succédés des récessions, des reprises partielles, des booms spéculatifs, etc., etc. C'était une période très très lourde et très difficile qui avait des traits, on va dire, nous on dirait dépressifs. Donc ça veut dire des traits, en fait, on n'arrive pas à se sortir d'une situation de crise majeure pour la bourgeoisie, quoi. Et il a fallu, donc, entre les années 70 et 85, deux importantes récessions mondiales généralisées. Donc, c'était les premières récessions mondiales après la guerre mondiale. Et du coup, la première, elle a eu lieu dans les années 74-75, et la seconde, elle a eu lieu dans les années 80-82. Donc, pour vous rappeler, en fait, à l'époque, typiquement, on a eu des périodes où la Banque centrale américaine, elle n'avait pas hésité à relever ces taux, ces taux d'intérêt directeurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, c'est des taux qui permettent, on va dire, de donner, on va dire, la grille indiciaire dans laquelle, on va dire, les banques vont pouvoir prêter. Eh bien, les taux, aujourd'hui, on parle des taux négatifs. On était à des taux négatifs pendant des années, mais ces taux-là étaient montés jusqu'à 20%. Vous imaginez, ça veut dire que la bourgeoisie a mis des taux directeurs à 20%, c'est-à-dire que, en fait, pour prêter, pour faire un emprunt, il fallait minimum des taux d'emprunt à 25%. Enfin, vous imaginez, on va dire, des situations en fait, où la bourgeoisie a fait des trucs incroyables, quoi. Et tout ça, c'était pour en finir avec l'inflation. Ça fait 15 ans, ils n'avaient pas réussi. Et au final, cette solution, elle a été vantée, entre guillemets, comme entretenue par la bourgeoisie, comme ceux qui avaient permis de réussir à briser la crise. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui avait permis de résoudre la crise. C'est les deux récessions mondiales. C'est une quinzaine d'années d'inflation généralisée, c'est l'apparition pour la première fois du chômage de masse dans les pays impérialistes, parce qu'avant il n'y avait pas de chômage de masse, et tout ça en vrai, cette crise elle a été résolue au prix d'une énorme bataille, d'un lourd tribut pour les travailleurs, qui en fait a constitué les prémices de l'offensive néolibérale. Et c'est à travers cette offensive très, très, très importante en fait que la crise des années 70 a finalement été contenue. Mais du coup, d'où vient ce retour de l'inflation ? C'est la question qu'on va se poser. Je pense que c'est toujours intéressant pour essayer qu'on commence un peu à se saisir de la crise, etc., de se référer à l'analyse un peu de la situation par la bourgeoisie. C'est toujours un élément, on aime bien, on va dire, comprendre en fait comment la bourgeoisie, on va dire, analyse la situation, parce que c'est souvent révélateur de l'incapacité eux-mêmes, on va dire, à résoudre des situations dans lesquelles ils sont englués, mais en même temps des plans qu'ils ont contre nous et contre les travailleurs. Donc la première chose à noter quand même, c'est que 2 années après le Covid, encore une fois, une nouvelle crise, et les classes dominantes sont encore une fois montrées confuses face à ce nouveau changement de situation brusque, pensant qu'ils avaient justement éradiqué l'inflation. Et donc dans ce cadre, évidemment, c'est le déni qui a dominé, de la sorte que la plupart des banques centrales, les économistes, etc., ils pointaient en premier lieu le caractère transitoire de l'inflation,
il mettait en cause la guerre en Ukraine, la stratégie zéro Covid toujours de la Chine, comme des causes purement conjoncturelles. Voilà, donc c'était à cause de ça qu'il y avait l'inflation. Et du coup, voilà, pour comprendre, en fait, voilà, c'est la reprise post-Covid s'amorçait, et il s'agissait pour la bourgeoisie de parier sur un mauvais moment à passer. Mais le problème, c'est que la persistance et la généralisation de l'inflation ont finalement forcé la bourgeoisie à prendre acte du changement de situation. Et du coup, voilà, les fondements de l'analyse de la situation ont été explicités dans une note particulièrement intéressante par le chef de l'Agence internationale des banques centrales. Donc c'est le big chef de toutes les banques centrales. Et on peut résumer sa thèse en 2 points. Le premier point peut être considéré comme une forme de mea culpa des banquiers centraux qui n'avaient pas vu la situation inflationniste venir. Donc voilà, contredisant, on va dire, toute la doxa qu'ils ont, on va dire, en mode, voilà, c'est la demande qui crée de l'inflation, qui joue sur l'inflation, etc. La note, elle dit, bon, voilà, c'est vrai que l'offre, on va dire l'offre, c'est-à-dire la production de marchandises, etc., et donc la guerre en Ukraine, etc., a joué un rôle important dans l'inflation. Donc, premier mea culpa, c'est plus juste la demande qui, on va dire, la cause de l'inflation, mais l'offre peut jouer un rôle. Le deuxième point consiste à relativiser tout de suite ce même rôle de l'offre en pointant le rôle décisif des modifications sur le marché du travail qui auraient une importance, enfin qui serait d'une certaine manière l'élément clé qui permettent de comprendre l'inflation. Donc ce sont en quelque sorte les tensions sur le marché du travail qui permettent d'expliquer, je cite, la nature particulière de la poussée de l'inflation. La note fixe la pandémie comme le point de basculement, affirmant qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi qu'auparavant, ce qui fait pression sur les salaires. Donc la conséquence, c'est que, voilà, alors qu'en fait, il y avait un niveau de chômage auparavant qui était le même avant la crise Covid, et donc ce chômage était non inflationniste, et maintenant ce même taux de chômage, après la crise Covid, est devenu quelque chose d'inflationniste. Donc voilà, la raison, c'est le marché du travail, et on va le voir ensuite, la soi-disant pression à la hausse sur les salaires. Donc la boucle, elle est en quelque sorte bouclée. On retrouve toujours la raison de tous les problèmes du monde, c'est les travailleurs. Et du coup, ce qui est marrant quand même, c'est que dans les années 70, ils avaient beaucoup utilisé la question de la boucle salaire-prix. C'est-à-dire que comme les salaires à l'époque étaient indexés sur l'inflation, eh bien voilà, ce qui faisait pression à l'inflation, c'est les salaires qui en fait étaient indexés sur l'inflation, que ça créait une boucle salaire-prix. Maintenant, comme il n'y a plus trop d'indexation sur les salaires, il faut trouver une autre raison. Et donc la raison, c'est que en fait, voilà. Le problème, c'est le changement de la subjectivité des travailleurs suite à la crise du Covid. Et en fait, c'est un espèce de changement d'attitude générale des salariés qui, voilà, maintenant, en fait, voilà, font la grande démission. On vous parle beaucoup de la grande démission en ce moment, mais en vrai, tout ça, ça fait partie d'une offensive idéologique pour expliquer qu'en fait, maintenant, les travailleurs ne veulent plus travailler. Ils ont été, voilà, nous, on analyse, entre guillemets, partiellement ça par le changement de subjectivité de la première ligne, etc., qui supportent pas les ESR, mais pour eux, en fait, dire tout ça, en fait, on a l'impression que, voilà, c'est tout ça qui crée la crise, etc., etc., quoi. Voilà, donc, pour synthétiser un peu le truc, je vais vous citer l'ancien président du Trésor américain, qui s'appelle Larry Summers, et il explique. Les travailleurs quittent leur emploi à un rythme record en raison d'opportunités d'emploi de haute qualité et les licenciements sont à des niveaux extraordinairement bas. Où que vous regardiez, il y a pénurie de main-d'œuvre, qu'il s'agisse de restaurants, de psychothérapeutes, de jardiniers, d'analystes en banque d'investissement ou d'aides-soignants. La main-d'œuvre se fait rare, faisant pression à la hausse sur les salaires, d'où le processus d'inflation. Et ce défi de l'inflation est amplifié par une variété de goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, etc., etc., quoi. L'analyse, elle est assez, voilà, on va dire que c'est clair, hein, mais bon, voilà, ce que je disais, c'est s'il y avait un tel rapport de force qui était imposé par la classe ouvrière sur le marché du travail, je pense que la bourgeoisie devrait s'inquiéter aussi d'autre chose que de l'inflation, quoi, parce que ça voudrait dire qu'il y a une situation en fait où, voilà, la classe ouvrière décide en fait des hausses de salaire comme ils veulent et qui, voilà, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, donc ça c'est un premier pas sur la question de l'analyse de la bourgeoisie. Et en fait, tout ça,
cette analyse de la situation, elle a été minoritaire dans un premier temps, et c'est celle qui a fini par l'emporter au sein de la bourgeoisie. Et en quelque sorte, c'est ce qui dicte aujourd'hui la base d'analyse des classes dominantes, des banques centrales et différentes bourgeoisies des pays impérialistes, qui appellent, par exemple, à la normalisation de la politique monétaire, autre mot, on peut dire, Larry Summers, il traduit toujours très bien, enfin c'est un économiste qui est assez horrible, mais il traduit toujours très bien la doxa économique, un peu genre en mode on veut normaliser, ou on veut baisser les taux, etc. Lui, il explique, il faudra un ralentissement économique substantiel, à savoir une augmentation substantielle du chômage et une réduction de la croissance du PIB pour amener l'inflation qui dépasse 8% et s'accélère à des niveaux acceptables. Voilà, donc il va falloir du sang et des larmes, entre guillemets. Il va falloir, on va dire, une augmentation du chômage, il va falloir une réduction de la croissance pour en finir avec cette situation d'inflation. Donc voilà, en définitive, il faut à tout prix augmenter le taux d'exploitation, la productivité du travail, ainsi que le taux de chômage pour discipliner la main-d'œuvre et élargir l'armée de réserve du capitalisme, qui est, on va dire, un concept qu'a développé Marx et qui est en quelque sorte de dire que les chômeurs pour faire pression à la baisse des salaires, etc. On a un chômage de masse qui permet de mettre en concurrence les travailleurs les uns contre les autres. En France, la mise en application de cette politique, parce que chaque bourgeoisie, en fait, après, met en œuvre, avec des intérêts particuliers divergents, parfois, en France, vous avez tous vu un peu la nouvelle offensive. Macron, tout d'un coup, il s'est réveillé sur la réforme du travail. Avant, c'était la réforme des retraites, c'était genre le truc incroyable et tout. Maintenant, tout le monde te parle de la réforme du travail. D'une certaine manière, c'est la déclinaison de cette politique en France par, on va dire, une série d'offensives contre l'assurance chômage, le RSA, etc., etc. Au Royaume-Uni, où une vague de grève historique est en cours, une note a été envoyée en juillet par un institut du Royaume-Uni économique, etc., qu'il faut pour relancer la croissance de la productivité, il faut prendre des mesures pour faciliter la mobilité de la main-d'œuvre, donc la fameuse flexibilité, et accroître la participation des femmes à la vie active. Donc voilà, c'est la note qui dit ça, c'est assez, c'est assez ouvert. Et aux États-Unis, cette mise au pas du monde du travail, elle s'inscrit en plus dans un moment loin d'être anodin, puisque les luttes pour de meilleures conditions de travail et le droit de se syndiquer, elles se multiplient. Il va y avoir un plénier autour de ça par ailleurs, un meeting. Ça c'est quelques éléments, on va dire, pour voir, on va dire, les plans de la bourgeoisie. Mais on sait très bien que tout ça suffira absolument pas à briser l'inflation parce que les travailleurs n'en sont aucunement responsables. Il y a énormément de données qui le démontrent. Et il y a même des économistes néolibéraux, les monétaristes, en fait, c'est un courant économique très libéral, qui expliquent l'inverse. Ils disent, oui, si la hausse des prix est très forte depuis plusieurs mois, et c'est de s'accélérer après la guerre en Ukraine, les salaires n'ont pas suivi, ni aux États-Unis, ni dans la zone euro. Le coût horaire du travail vient de diminuer, notamment dans les secteurs où la concurrence est faible. Cette baisse de la rémunération relative du travail incite les entreprises à recruter de la main-d'œuvre plutôt que délocaliser ou investir dans des machines. Donc, en gros, il a une autre analyse, mais du coup c'est un bourgeois, etc. Mais lui il explique que en fait, si les entreprises elles veulent recruter aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, les salaires sont tellement bas que c'est bien parce qu'il y a moyen de faire de l'argent. Qu'en gros, c'est normal, on va dire d'une certaine manière, que la baisse du salaire réel, elle amène les entreprises à demander plus d'heures de travail, quoi. Donc c'est intéressant de voir, y compris comment chaque courant économique bourgeois, on va dire, prêche sa paroisse et utilise des arguments les uns les autres, soit les grossistes, soit, c'est toujours comme ça. Et bien évidemment, tout ça autour d'un projet qui est le même. Mais voilà, donc maintenant on a beaucoup discuté un peu de l'analyse de la situation par la bourgeoisie. On va essayer de chercher maintenant à analyser de manière marxiste le pourquoi du comment de cette inflation et plus généralement les tendances à la récession ainsi que l'état de l'économie mondiale. Et pour répondre un peu à ces questions, tenter de répondre,
nous baserons à la fois sur un article d'un camarade argentin du PTS qui s'appelle Esteban Mercatante, donc qui a écrit un article qu'on a traduit sur Révolution Permanente qui s'appelle Inflation, endettement, récession, analyse d'une crise globale de l'économie mondiale. Mais on va essayer aussi de s'appuyer sur les enseignements qu'on peut tirer de la crise des années 70 et d'un livre qu'a écrit Ernest Mandel qui est très très intéressant autour de la création de l'inflation, etc. Donc voilà, on a vu globalement qu'en fait l'hypothèse d'une inflation résultante d'une demande excessive liée au rapport de force au sein du marché du travail, tout ça ne tient pas la route. Et cela d'autant plus que, comme le note l'économiste marxiste en fait, qui s'appelle Michael Roberts, donc on a traduit certains de ses articles sur RP, donc c'est un économiste marxiste, il explique que la reprise après la crise du Covid avait déjà été évaluée comme hésitante par les grandes puissances économiques, et voilà, y compris déjà les agences internationales, etc. Elles avaient déjà revu à la baisse leurs prévisions pour la croissance en 2022, et du coup, tout ça, ça montre qu'il n'y a pas d'économie en surchauffe, et que la montée de l'inflation, elle n'a pas été causée par ce type de situation. Pour traduire et synthétiser un peu la position de Michael Roberts, il explique que l'inflation ne serait pas due à une demande excessive, mais résultante de l'effondrement des chaînes de production de biens durables. Le goulet d'étranglement, il est provoqué par une baisse des capacités de livraison et de transport, ou par d'autres pénuries, mais elle n'est pas liée à la main-d'œuvre. Donc, en définitive, pour Roberts, c'est donc l'incapacité de la production capitaliste à fournir suffisamment, dans le contexte particulier qu'on connaît, qui est la cause de l'inflation élevée et accélérée. Donc cette thèse de Michael Roberts, elle a un intérêt important, qui est celui de battre en brèche toutes les analyses vulgaires de tous les économistes néolibéraux qui en fait veulent absolument, on va dire, chercher coûte que coûte à mettre la responsabilité de l'inflation sur les travailleurs. Et aussi, ce qu'il dit d'intéressant dans son analyse, c'est que, on va dire, ce choc qu'on est en train de voir de l'offre, il est lié aussi au ralentissement de l'économie qui avait déjà été observé en 2019, donc avant la crise du Covid. Cette séquence, déjà en 2019, il y avait un ralentissement déjà marqué de la chute de l'économie, avec la chute de la rentabilité de l'investissement capitaliste dans les principales économies mondiales. Donc voilà, c'est des éléments très intéressants, y compris je vous encourage à lire un peu sur RP les articles, mais aussi il a écrit des articles en anglais. En tout cas, c'est très intéressant toujours de lire cette analyse. Mais je trouve que malheureusement, l'analyse de Roberts, elle souffre quand même d'un biais qui l'empêche d'aller au bout de l'analyse de la crise en cours, etc. Et c'est ce qu'il exprime clairement en affirmant: il existe une alternative à la politique monétaire. Il s'agit de relancer l'investissement et la production par l'investissement public. Cela résoudrait le choc de l'offre. Mais des investissements publics suffisants pour y parvenir exigeraient un contrôle important des principaux secteurs de l'économie, en particulier l'énergie et l'agriculture. C'est actuellement une chimère. Au lieu de cela, les gouvernements cherchent à réduire les investissements dans les secteurs productifs et à augmenter les dépenses militaires. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez un peu la limite du raisonnement. C'est qu'ils pensent qu'en fait, il pourrait y avoir une autre politique qui puisse être basée sur l'investissement public et la prise en contrôle partiel de certains secteurs de l'économie, et que ça pourrait permettre de résoudre, entre guillemets, les tensions inflationnistes en cours. Donc cette position, en fait, elle sous-entend en fait, que dans le cadre du système capitaliste, une politique correcte de la part des gouvernements permettrait de résoudre le processus inflationniste. Donc c'est un peu on va dire ce qu'il y a derrière. Et en fait, d'une certaine manière, ce raisonnement, il revient à considérer une forme de politique keynésienne de gauche, c'est-à-dire une illusion qu'en fait, on pourrait relancer l'offre par l'investissement public. Tout ça, évidemment, dans le cadre du capitalisme, parce que et tout ça, on va dire, ça peut
voilà, c'est une position qui, d'une certaine manière, en dernière instance, voilà, même s'il peut y avoir une analyse marxiste de l'économie, y compris peut-être avec certains biais, etc. En fait, le problème, c'est que ces résolutions, en fait, elles restent sur un terrain réformiste, et que pour aller jusqu'au bout, en fait, il devrait dire qu'en fait, l'inflation, c'est le résultat de ce système et qu'il faut mettre à bas ce système, quoi. Donc, voilà, donc, pour le dire simplement. Et voilà, tout ça pour dire que, voilà, la nuance que je pourrais avoir avec lui, c'est ça. Mais voilà, donc maintenant, on va essayer de donner notre propre explication. Donc l'explication que nous, on considère correcte, même si évidemment, elle peut être amendée, etc. Mais voilà, l'analyse en tout cas que je fais, c'est que voilà, on va essayer de... parce qu'en vrai, la situation, elle est assez complexe. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce topo parce que tout change en permanence, etc. etc. Et y compris, voilà, il y a beaucoup de chocs. On est en train de voir, enfin... la guerre en Ukraine, le Covid, etc. Et tout ça, ça peut tendre à brouiller, entre guillemets, les causes profondes de la crise. Et en fait, l'objectif, là, ça va être de distinguer tous les phénomènes d'apparition de la crise, tous les détonateurs de la crise et leurs causes plus profondes. Voilà, on va essayer, on va dire, de chercher justement à décortiquer, à démembrer, on va dire, les causes de la crise inflationniste en cours. Donc... pour commencer, donc la crise économique actuelle, elle prend la forme d'un retour de l'inflation globale à un régime élevé. La réapparition du phénomène inflationniste constitue un retournement brusque de conjoncture après plusieurs décennies dans lesquelles c'est un régime d'inflation modérée avec des fluctuations faibles qui a été voilà, le marqueur de la situation. Pour donner quelques chiffres, les 15 années entre 86 et 2001, on a vu un régime d'inflation limité environ à 2,1% dans la zone euro. Tandis que les 15 années qui ont suivi le passage de la zone à l'euro en 2022, on a vu les prix augmenter seulement de 1,4% en moyenne par an. On peut ainsi en conclure que la période néolibérale qui a suivi la crise des années 70-80 a été marquée par un régime d'inflation faible qui a rompu d'ailleurs avec la période d'après-guerre qui, à contrario, on a vu, comme on en parlait tout à l'heure, un régime d'inflation permanente tel que l'a théorisé Mandel. Ernest Mandel, donc l'économiste sur lequel je vais beaucoup m'appuyer. Et du coup, voilà, la phase néolibérale et la faible inflation qu'il y a eu pendant cette phase néolibérale, elle a constitué d'une certaine manière une simple parenthèse de l'époque impérialiste. Et du coup, comment expliquer cette parenthèse, c'est-à-dire d'inflation faible pendant 20 ans? Eh bien, les causes, elles sont à chercher dans les mutations de l'économie mondiale qui ont, en quelque sorte, permis de contenir fortement les prix. Le premier facteur sur lequel je voulais revenir, c'est le premier facteur du côté de la production. Donc, alors que les 30 Glorieuses avaient permis un bond majeur dans l'internationalisation du processus de production, donc un processus d'internationalisation qui allait au-delà de l'extraction de matières premières, etc., la période néolibérale a qualitativement accentué cette division internationale du travail avec pour aboutissement le développement d'une nouvelle chaîne de production mondiale. Comme le pointe donc, Esteban Mercatante, la caractéristique la plus visible de cette mutation est la possibilité donnée aux multinationales des pays impérialistes d'utiliser la force de travail des pays semi-coloniaux pour répondre à leurs besoins de main-d'œuvre. L'intensification de l'exploitation des travailleurs des pays semi-coloniaux dans le contexte d'une intensification de la concurrence mondiale liée donc à l'extension du marché, etc., a permis aux multinationales de réduire leurs coûts. C'est ce que pointent par ailleurs plusieurs économistes du CNRS qui expliquent que la baisse structurelle des niveaux d'inflation résulte en partie de la diminution des prix des intrants importés, des marchandises importées, et de la pression concurrentielle sur les fournisseurs locaux de biens intermédiaires. Donc voilà, c'est pas juste, voilà, c'est une analyse qui en fait est aussi partagée par d'autres secteurs, etc., etc., quoi. Donc voilà, donc, pour résumer, la nouvelle architecture des chaînes de valeur mondiales a constitué l'un des déterminants structurels à la faible inflation pendant plusieurs décennies dans les pays impérialistes. De la même manière, mais de manière négative cette fois, la perturbation actuelle de ces mêmes chaînes de valeur
constitue une des causes fondamentales de la hausse des prix à laquelle nous assistons depuis la pandémie. Donc, dans ce cadre, la guerre en Ukraine elle a constitué un nouveau coup rompant certaines de ces chaînes de valeur, les modifiant même structurellement. D'abord, voilà, la guerre en Ukraine a perturbé des marchés stratégiques déjà sous tension, le blé, le pétrole, etc. Ensuite, les sanctions économiques contre la Russie ont fait le reste en frappant le carburant et les énergies. Mais attention, parce que je pense que toutes ces perturbations et ces ruptures, elles sont venues, à mon sens, donner le coup de grâce à des chaînes de valeur qui étaient déjà en souffrance. C'est-à-dire la croissance de ces chaînes de valeur, elle plafonne depuis la crise de 2008 sur fond en fait de ralentissement des échanges internationaux, de la guerre commerciale, qui a conduit l'ensemble, y compris des entreprises, à retarder leur investissement. Donc il y avait entre guillemets une base déjà structurelle qui faisait que ces chaînes de valeur étaient déjà en faiblesse, et la crise d'une certaine manière actuelle a donné le coup de grâce, etc. quoi. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, toutes ces chaînes mondiales de valeur, en fait, elles s'inscrivent dans une nouvelle situation mondiale où le poids des tensions géopolitiques il cesse de s'aggraver et les États se retrouvent y compris à discipliner certains secteurs du grand capital. Par exemple, on a vu tout le truc autour de Renault et la Russie, Total, etc. etc. Et en fait, d'une certaine manière, on va dire le nouveau processus en cours va faire que les investissements ne vont plus être déterminés directement et centralement juste par le fait que c'est moins cher, mais par aussi les intérêts stratégiques qui sont ouverts par les grandes puissances impérialistes, l'OTAN, etc. Donc tout ça, ça donne un caractère aussi qui va accentuer, on va dire, tout ce qu'on est en train de dire autour de la perturbation des chaînes de valeur. Donc pour l'heure, c'est un peu difficile pour la bourgeoisie, mais y compris de déterminer la hausse de ces coûts. C'est difficile à quantifier parce que c'est assez complexe, mais la bourgeoisie aujourd'hui est d'ores et déjà obligée d'intégrer cette nouvelle composante. C'est ce qu'il a expliqué par exemple Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, en juin dernier, où il expliquait que c'est peu probable, ou en tout cas c'est pas probable, de revenir à un niveau d'inflation d'avant la crise sanitaire. Il explique: nous aurons ensuite un niveau d'inflation structurellement plus élevé, autour de 2%, en raison de la régionalisation des chaînes de valeur et du coût très élevé de la transition énergétique. Donc, voilà. En gros, voilà, tout ça pour dire que voilà, il y a des composantes structurelles de cette inflation et aujourd'hui, voilà, la bourgeoisie est obligée de prendre acte que voilà, on rentre dans une nouvelle ère où l'inflation sera plus élevée. La question c'est jusqu'où, quand et comment quoi. Donc voilà, donc une fois, après avoir vu un peu l'un des déterminants structurels du retour de l'inflation sur le terrain de la production, on va essayer d'aborder un terrain qui va peut-être un peu plus difficile conceptuellement. En tout cas, je vais essayer d'être le plus clair possible, peut-être de raccourcir aussi cette partie parce que c'est une partie qui est assez complexe, mais autour du capital fictif. Donc je pense que c'est une question qui est très importante. C'est toute la financiarisation jusqu'à un point extrême de l'économie. Tout le monde te parle aujourd'hui de crypto-monnaie, tout le monde te parle de shadow banking, tout le monde te parle de produits dérivés, etc., etc. Mais tout ça, c'est pas juste la finance, etc., etc. C'est, on va dire, des mutations profondes de l'économie capitaliste qui ont, y compris, été un des moteurs de la période néolibérale, mais y compris de la nouvelle chaîne de valeur mondiale. C'est-à-dire que vous voyez quand il y a des capitaux qui peuvent se balader de pays en pays de manière comme de la spéculation, etc. Tout ça, ça encourage on va dire la mobilité des entreprises concrètes. C'est-à-dire il y a des gens qui investissent tout ça, il y a un développement concomitant entre guillemets entre les nouvelles chaînes de valeur dont on a parlé avant, et aussi, on va dire, le développement de la financiarisation du monde, on va dire, à travers l'émergence à un niveau très important du capital fictif. Donc, pour essayer, parce que on parle de capital fictif, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour essayer de le définir très rapidement, ce qu'on dit, c'est que le capital fictif, il découle, c'est pas tout n'est pas fictif, il découle du développement du système de crédit, et il résulte principalement de la création de monnaie à partir de rien.
il est d'une certaine manière une avance sur un revenu à venir. Donc, il y a une base matérielle, et ce revenu à venir, on parle de dividendes, d'impôts, de taux d'intérêt. Voilà, même la finance est adossée, on va dire, à du revenu à venir, et on va dire un pari sur l'avenir et sur une partie de la plus-value qui va être accaparée par voilà, des secteurs du capital financier. Et en vrai, donc tout ce système, il repose sur, on va dire, voilà, une espèce de fiction et une promesse que l'on pourra retirer les dépôts sous forme de billets qui ont été émis par la Banque centrale. Donc voilà, donc il y a une part, on va dire, le capital fictif est adossé sur une part de revenus, de plus-value qui va être produite dans l'économie réelle, entre guillemets. Et en fait, c'est beaucoup de paris sur, on va dire, l'avenir, entre guillemets. Et voilà, tout ce système, il existe depuis très longtemps, parce que bon, les banques existent depuis très longtemps. Enfin, le taux d'intérêt, c'est ça en fait. Les 3% d'intérêt, c'est une partie de la plus-value qui a été exploitée par les travailleurs. Mais en fait, avec le développement du néolibéralisme, on a atteint un niveau de développement qualitatif de ces mécanismes à un niveau très 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 élevé et qualitativement différent de ce qu'on a pu voir dans la période, y compris des Trente Glorieuses, etc. Donc tout ça, il y a eu des réformes en Bretton Woods, système de suspension de Bretton Woods, la libéralisation des taux, la libéralisation du crédit, on va dire des politiques de la bourgeoisie pour encourager, on va dire, cette financiarisation. Et voilà, donc voilà. Donc la conséquence de ça, c'est que l'essor exponentiel de ce capital fictif, il a renforcé d'une certaine manière, pendant la période néolibérale, toutes les tendances à l'autonomisation du crédit par rapport au cycle industriel. C'est-à-dire, voilà, il y avait une telle décorrélation qui était déjà à l'œuvre à l'après-guerre, mais aujourd'hui on a atteint un niveau où, voilà, il y a carrément, on va dire, on a l'impression qu'il y a l'économie financière et l'économie réelle de l'autre. Typiquement, c'est ce qu'on voit actuellement. Les profits du CAC 40, c'est un truc de malade. On voit aujourd'hui, et on va dire l'économie réelle, c'est une catastrophe en fait. Il y a des taux de rentabilité horribles, etc. Il y a une énorme décorrélation entre économie réelle et entre guillemets sphère financière qui s'est développée et qui en fait fait croire, hein, y compris que voilà, les trucs sont quasiment indépendants, quoi. Et du coup, voilà. Tout ça, ça crée l'illusion, par exemple, que voilà, la question de la création de monnaie, voilà, on met des milliards dans le système, etc., etc. Et en fait, on n'a pas d'inflation. À l'époque, il y avait un rapport beaucoup plus direct entre création monétaire, inflation. C'est-à-dire, quand on créait trop de monnaie, on voyait de l'inflation, y compris, c'est des trucs qui a été vus, y compris dans le système de soviétique dans les débuts voilà, après la révolution russe. Alors Trotsky décrit, y compris dans un texte, en fait, qu'il ne faut pas trop créer de monnaie parce que la production n'est pas encore suffisamment importante, etc. Enfin, il y avait un rapport plus direct entre tout ça. Et d'une certaine manière, il y a une illusion aujourd'hui que voilà, tu peux créer des milliards d'argent, etc. Et en fait, sans aucune conséquence, entre guillemets, sur l'inflation, etc., etc., quoi. Donc voilà, donc ce qu'on va essayer de voir là, c'est voilà, essayer de mettre en doute cette affirmation selon laquelle il y a voilà, l'inflation, la création monétaire ne crée plus d'inflation, en tout cas peu. Et je pense que ça, c'est un élément important. Et en fait, on va essayer de s'appuyer pour ça sur voilà, le cadre d'analyse qu'a fait Marx, mais aussi Mandel autour de la crise des années 70. Donc voilà, c'est un peu long là, du coup je vais essayer d'avancer plus rapidement. Voilà, donc je voulais revenir un peu sur la question de la dette. Je pense que c'est un élément très important, parce que voilà, on a vu par exemple, typiquement, pour donner deux exemples, la crise du Covid et la crise de 2008. En fait, il y a eu pendant ces deux moments une énorme injection monétaire, c'est-à-dire en 2008, en fait, il y a eu des milliards et des milliards qui ont été déversés dans l'économie pour voilà, essayer pas de résoudre, mais en tout cas de canaliser la crise. Et en 2008, il y a eu aussi des milliards qui ont été donnés pour